il y a 40 ans, commençait la plus grande affaire française, le petit Grégory. Regardez. C'est une affaire qui passionne les Français depuis plus de 40 ans. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain disparaît. Le même jour, son corps sans vie est retrouvé dans une rivière. Ses pieds et ses mains sont ligotés. L'identité de l'assassin reste toujours inconnue et l'enquête se poursuit encore aujourd'hui. En attendant, le feuilleton n'est toujours pas clos et la mémoire du petit Grégory reste dans toutes les têtes. Merci Tiffaine Ozière d'être avec nous ce soir. On va revenir bien entendu sur cette affaire Grégory qui, mine de rien, malheureusement a passionné les Français parce qu'on ne sait toujours pas le fin mot de cette affaire. Et c'est vrai que ça fait maintenant 40 ans. Merci d'être là. Vous allez répondre aux questions que se posent certainement les téléspectateurs sur cette affaire devant leur écran, même ceux qui n'ont pas connu cette affaire à l'époque et qui se disent c'est vrai qu'on m'a toujours parlé de l'affaire du petit Grégory, mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais élucidé cette affaire? Bonsoir Tiffaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, 5 questions. L'État, déjà, est-ce que vous voulez revenir sur l'affaire, vous voulez réexpliquer l'affaire ou bien on le fait nous? Oui, peut-être rapidement. C'est effectivement un très triste anniversaire puisque ça fait 40 ans que ce petit garçon de 4 ans était retrouvé mort dans la Vologne et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décision de justice qui permette d'établir ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les dernières heures de vie de cet enfant et qui est le ou les coupables Exactement. qui sont responsables dans cette affaire. On a tout entendu sur cette affaire. Donc, première question, l'État peut-il être responsable des dysfonctionnements de la justice? Est-ce que la famille peut se retourner contre l'État pour dire voilà, on n'a jamais élucidé le meurtre de mon fils? Alors, avez-vous connaissance de cas où la justice, en raison de dysfonctionnement de la justice, l'État a été condamné? Non. À votre avis? Non, pas condamné, mais il n'y a pas Omar Haddad, non, il n'y a pas une histoire avec Omar Haddad où ils ont fait marche arrière? Quand il y a des dysfonctionnements, en réalité, effectivement, l'État peut être condamné. Et c'est ce qui a été le cas dans l'affaire Grégory. À de nombreuses reprises, il y a eu des condamnations pour différentes personnes, à la fois des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire. Je pense par exemple à Muriel Boll, qui avait été entendue quand elle était mineure, qui a eu des dommages et intérêts du fait des dysfonctionnements et des erreurs qui ont pu être commises dans le cadre de la procédure. Vous avez évidemment les parents aussi de Grégory Villemain qui ont été indemnisés. 35 000 €, c'est ça? Oui, exactement. Ça, vous avez vu, j'aurais pu regarder, c'était sur ma fiche. 35 000 € chacun des parents de Grégory pour dysfonctionnement de la justice. Oui, alors vous avez eux qui ont été indemnisés, vous avez aussi la femme de Bernard Laroche et les enfants qui ont été indemnisés, puisque vous le savez, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, a tué Bernard Laroche, qu'il soupçonnait d'être le coupable. Et l'État a été jugé responsable, puisqu'il y avait des menaces qui avaient été proférées. Et on a considéré que l'État n'avait pas pris en compte ces menaces et n'avait pas assuré la protection, ce qui avait abouti à ce meurtre. Et c'est arrivé dans d'autres affaires. Je pense à cette femme qui avait déposé 7 plaintes contre son ex-compagnon et qui a été brûlée à l'acide. De la même manière, l'État a été condamné en disant vous n'avez pas tenu compte des menaces qui avaient été mises. Ça, c'est une info vraiment, vous voyez, qu'on n'avait pas. En quoi l'affaire Grégory a fait évoluer la justice? Alors, est-ce que vous savez le nombre de dysfonctionnements qu'il y a eu dans cette triste affaire? Non. Il y a eu des dysfonctionnements médiatiques aussi. Oui. Alors, moi, j'ai des réponses. Donc, moi, je ne peux pas répondre. Mais vous... Depuis le départ, entre les enquêteurs, police, gendarmes, enfin, rien n'a été depuis le départ. Le juge, rien. Plusieurs centaines, oui. Alors, vous avez pointé effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, quand vous dites depuis le départ, déjà, c'est la scène de crime. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué. On parle maintenant du gel des scènes de crime. Puisqu'en fait, si vous voyez les images de l'époque, ce qui est fou, c'est qu'on voit cet enfant, les enquêteurs, mais n'importe qui venir sur la scène de crime. Aujourd'hui, c'est impossible. La scène est gelée. Il n'y a que le procureur, le directeur d'enquête, le médecin légiste et avec des tenues habilitées parce que des protections. Vous doutez bien que s'il laisse des empreintes sur le site, forcément, ça perturbe le cours de l'enquête. C'est ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu une inexistence, comme vous dites, de la protection des scènes de crime. C'était en 84. Et forcément, ça... Mais là, cette espèce, on l'a retrouvé dans l'eau. Et quand on le voyait, on ne savait pas s'il était encore vivant ou mort. Donc, il fallait bien aller le voir pour le retourner. Voir, il était pieds et poings liés, malheureusement, le petit Grégory. Mais on ne savait pas s'il était mort ou pas au moment quand il était là. Donc, tout le monde a été obligé de piétiner la scène, en fait. J'étais sur place à ce moment-là, parce que j'étais jeune journaliste. Donc, c'était une des premières affaires que j'ai subies. Donc. Et ce que vous dites, justement, est très parlant, c'est tout le monde, y compris les journalistes. Bien sûr, et vous pointiez la difficulté tout à l'heure, qui a été ce rôle entre la justice et l'information, où on a vu qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui ont été posées dans cette affaire et qui ont amené aussi des interrogations de la part des magistrats par rapport aux prises de parole qui ont été celles du juge d'instruction et aux dossiers qui ont pu être communiqués entre les avocats, les magistrats et la presse. Et ce qui a permis de mettre en place notamment des cours dans l'école de magistrature pour dire il y a
plusieurs valeurs que vous devez concilier, qui sont à la fois le droit effectivement de l'information, la présomption d'innocence et le respect de la protection de l'enquête. Ensuite, vous avez ce qui a aussi été un dysfonctionnement, c'est l'autopsie. C'est ça. Puisque vous avez une difficulté à l'époque, les méthodes liées à l'autopsie ne sont pas les mêmes. Et ce qui a été fait à ce moment-là ne permet pas de dire déjà l'heure exacte du décès, ce qui est extrêmement problématique pour vérifier l'emploi du temps des différents protagonistes qui étaient mis en cause. Et les causes réelles, c'est-à-dire est-ce que c'est réellement une noyade? Est-ce qu'il y a eu de l'insuline qui a entraîné le décès de cet enfant? Alors qu'aujourd'hui, vous auriez un scanner complet, des mesures et des recherches qui seraient faites sur les organes. Aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait pu retrouver on aurait pu élucider l'affaire ou pas? Alors, c'est toujours difficile à dire parce que si on devait comparer une affaire, en tout cas récente, qui présente certaines similitudes, je pense à celle du petit Émile. Exactement, je pensais à la même chose, oui. Où on a des logiciels maintenant qui existent et qui sont mis en place. Je pense notamment à Anacrim, qui recueille tous les indices et pour autant, on n'a pas encore de réponse sur ce crime. L'affaire du petit Émile, ça fait plus d'un an. Hein. C'était en septembre 2023. Et c'est vrai que toujours pas de nouvelles. Alors ça a rebondi encore il y a quelques jours parce qu'on a vu qu'il y avait un ADN qui était inconnu sur les vêtements du petit Émile. Et on attend de savoir ce qui va se passer. Pas de certitude. Exactement, pas de certitude. Et on est passé à un moment, on était persuadé que c'était un animal. Hein. C'est Absolument. ce qui avait été dit. Et on avait... Sauf que Émile, il n'y a pratiquement aucun indice. On a retrouvé un corps en décomposition, enfin des os. Alors que là, il y avait tous les éléments pour trouver. On a l'enregistrement sonore du corbeau, qu'on soupçonne d'avoir tué. On a des lettres manuscrites du corbeau. Mais les lettres ont été prises par des dizaines de personnes qu'on suit. On ne pouvait plus trouver d'empreintes. Tout a été souillé dès le départ, alors que tout était là pour trouver le meurtrier. Et en fait, non, ça a été gâché. On a dit aussi que le petit juge était trop seul et qu'il avait été écrasé par la pression. Alors justement. Ça, effectivement, c'est un point qui a été soulevé, qui est le juge qui est en charge de cette affaire à 32 ans au moment des faits. Il est très seul. Je ne sais pas si ça vous rappelle un grand fiasco judiciaire. Exactement. Vous avez un jeune juge qui est le juge Burgot, qui est seul face à ce procès d'ampleur. Et donc la question de la collégialité s'est posée très rapidement après l'affaire de Grégory, où M. Badinter a dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place la collégialité pour que les juges se challengent. Et c'est revenu après l'affaire Doutreau. Ça a été voté, mais pour autant, malheureusement, faute de moyens, aujourd'hui, les juges d'instruction sont encore seuls. Il y a un autre domaine qui a énormément changé, c'est le changement des auditions des mineurs aussi, ce qu'on m'avait... Aussi, parce que la difficulté que vous aviez, c'est que Bernard Laroche a été mis en cause notamment par le témoignage de sa belle-sœur, qui, au moment des faits, est mineure. Et elle est ensuite revenue sur son témoignage. Il a été dit qu'elle avait subi notamment des pressions, parce qu'elle a été remise dans sa famille après son audition, ce qui était assez dingue, parce que c'est une mineure et qu'elle met en cause un membre de sa famille. Et son audition a été déclarée par la suite anticonstitutionnelle parce qu'elle avait été faite alors qu'on ne l'a pas informée de son droit de se taire. Puisque, sachez-le, si un jour vous êtes placé en garde à vue, le premier de vos droits est le droit de se taire. Oui. Et elle n'était pas assistée d'un avocat. Il y a des affaires qui ont fait évoluer la justice. Vous nous en parlez ce soir pour nos téléspectateurs. 20h09, on est en direct. Il y a notamment l'affaire Fourniret. Oui, je pense que malheureusement, ces affaires dramatiques ont fait évoluer. Donc celle du petit Grégory, elle a fait évoluer tous ces éléments et notamment des moyens considérables sur la police scientifique qui ont évolué. Sur l'affaire Fourniret que vous avez eue, il y a eu la loi Perben qui est passée après en 2004 pour mettre en place le fichier des délinquants sexuels, fichier qui permet, je le rappelle, quand un délinquant est condamné, qu'on garde ses empreintes, ce qui permet de pouvoir plus facilement l'identifier par la suite. Ouais. Il y a d'autres affaires, vous avez dit l'affaire Trémaux et Caillez. Ils avaient été arrêtés coup sur coup pour avoir violé des jeunes femmes. C'était cette affaire. Il y a aussi parlé de l'affaire Dacruz en 2009. C'est ça ? Oui, tout à fait. Exactement. Voilà, souvent, ces affaires visent des personnes qui ont été jugées pour des crimes sexuels et on a renforcé, alors vous avez soit la loi sur la récidive, puisqu'en fait, ce que ça montre, c'est des personnes qui ont été condamnées et qui ont récidivé. Donc vous avez des mesures sur la récidive qui ont été mises en place. Vous avez des mesures introduisant la dangerosité, qui est de dire au moment de la levée d'écrou, avant de laisser sortir quelqu'un, monsieur le juge d'application des peines, vous devez vous assurer qu'il ne présente plus une dangerosité. À défaut, eh bien, la personne peut être encore retenue en sûreté. Et le dernier point aussi, sur ces dernières affaires, sur les viols, c'était si jamais la personne passe à l'acte,
eh bien, dans son suivi socio-judiciaire, si elle ne prend pas le traitement, par exemple, qu'elle était censée prendre, eh bien, elle peut retourner en prison. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Tiffaine Nozière, d'avoir été avec nous. Soit vous avez des questions ou bien c'est bon, oui? Oui, j'ai entendu ce matin à la radio, sur Europe 1, Pascal Praud dire Bravo, on ne sait pas qui a tué le petit Grégory, mais en fait, on le sait parce qu'il y a des suspicions, de forts doutes, voire des certitudes, mais on ne peut pas le dire à cause d'un flou juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je pense que ce que vous dites, c'est le drame absolu dans cette affaire, parce qu'on ne sait pas, mais on pense qu'on sait, ou on croit qu'on sait, ou certains savent et ne disent pas. Et c'est toute la difficulté, c'est que quand la justice n'est pas rendue, eh ben, elle laisse sa place à la vengeance. On l'a vu, il y a eu un meurtre qui a été commis, à la calomnie, à la rumeur. Et on a eu la même chose avec Outreau, sur les suites de l'affaire Outreau, sur ces rumeurs qui ont continué, etc., à se propager. Et là, en tout cas, judiciairement parlant, c'est impossible de dire qui a tué malheureusement ce petit Grégory. Et j'espère qu'un jour, justice lui sera rendue à lui et à ses parents. Merci, Tiffaine Nozière, d'avoir été avec nous sur C8. Vous reviendrez la semaine prochaine pour une autre affaire. Merci beaucoup.